Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. On va tout de suite aller sur ce sujet dont on a largement parlé ce matin sur LCI. Les 12 nominations au César pour le film de Polanski, J'accuse. Est-ce que par ce vote massif, d'une certaine façon, les Césars sont complices de cette culture du viol que vous dénoncez très fréquemment? Alors plusieurs choses. D'abord, pour être clair, je n'ai pas appelé à la censure du film et je n'appelle toujours pas maintenant à la censure du film J'accuse, et ce n'est pas le gouvernement qui décide ou qui valide les nominations de l'Académie des Césars. Maintenant, effectivement, je m'interroge sur le message qui est envoyé et effectivement, j'ai le sentiment que le cinéma français n'a pas fait sa mue en ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous savez, pendant très longtemps, on nous a expliqué que quand un homme était accusé de viol par une femme, le pauvre, il voyait sa carrière brisée et que sa vie était terminée. Là, on voit que manifestement, ce n'est absolument pas le cas et qu'en général, ce sont plutôt les femmes qui ont le courage de parler, qui voient des portes se fermer dans le cas général. Oui, et quand vous dites... je m'interroge sur le message. Oui, vous répondez quoi à la question? Le message, qu'est-ce qu'ils envoient, dans le fond, les professionnels du cinéma comme message à la société? C'est une vraie question. Et puis, quel message là, dans ces nominations, si on regarde au global, il y a des messages contradictoires parce que vous avez à la fois Florence Foresti, qui est maîtresse de cérémonie, qui est marraine de Women's Safe, qui a un engagement connu pour les femmes. Vous avez Adèle Haenel, qui est proposée. Vous avez le travail de Céline Sciamma, qui a 10 nominations, qui porte un message de droit des femmes avec portrait d'une jeune fille en feu, etc. Et puis en même temps, vous avez ces 12 nominations pour Roman Polanski. Alors on nous dit souvent il faut distinguer l'homme de l'œuvre. Mais là, c'est à l'homme que l'on propose de remettre des récompenses comme meilleur réalisateur, comme meilleur scénariste. Donc je ne vois pas de distinction. Qu'on voit le film, peut-être que ça peut être sans message, mais qu'on aille applaudir une personne qui est accusée de viol par plusieurs femmes, je trouve cela choquant. Vous envisagez que le soir des Césars, c'est le 28 février, vous y serez ou pas? Je ne suis pas invitée à ce D'accord. stade. Bon, et si vous êtes invité, vous irez ou pas? Je sais pas, on verra, la question ne se pose pas comme ça. En tout cas, mais envisagez, je n'applaudirai pas Roman Polanski. Voilà, justement, envisager qu'il puisse être applaudi par une salle entière qui applaudit le film, effectivement, l'œuvre, J'accuse, ça vous met mal à l'aise? Bien sûr, ça me choque parce que je me demande quel est le message envoyé aux femmes et notamment aux femmes qui vont travailler dans le monde du cinéma. Et le message, c'est quoi? C'est nous, professionnels du cinéma, on estime que cet homme accusé de viol aux États-Unis... le message, c'est les victimes de violences sexistes et sexuelles. Ça ne nous intéresse pas. Nous ne nous posons pas la question de savoir ce que Valentine Monnier, par exemple, la photographe qui indiquait qu'elle avait été victime de viol de la part de Roman Polanski, nous ne nous posons pas la question de savoir ce qu'elle peut ressentir. Et au-delà de Roman Polanski, le symbole qui est fort. Vous savez, MeToo, ça a commencé avec le cinéma. Ça a commencé avec une enquête de Ronan Farrow sur Harvey Weinstein. Et par le cinéma, on a pu libérer la parole et l'écoute de la société vis-à-vis des femmes. Il ne faudrait pas que le cinéma fasse faire 3 pas en arrière à ce combat. Vous permettez une question de fond quand même, bien sûr, puisqu'il y a eu beaucoup de réflexions sur le rapport entre la justice, le tribunal de l'opinion, etc. Vous lisez Valentine Monnier, moi aussi, et effectivement, on la croit quand on la lit. Mais on peut dire aussi que c'est une opinion. Et qu'une opinion, ça n'est pas la justice. Que la culpabilité, elle ne s'établit pas sur la base d'agrégats d'opinions individuelles ou collectives. Donc est-ce que là, il n'y a pas une confusion? Est-ce que la justice, c'est elle qui dit le droit? Alors, vous avez tout à fait raison, et ça, je l'ai dit sans cesse. La justice ne se fait pas sur les réseaux sociaux, elle ne se fait pas dans les médias. Et moi, je ne suis pas juge. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le fond des affaires. Il ne m'appartient pas d'absoudre ou de déclamer un jugement. Néanmoins, en ce qui concerne Roman Polanski, il y a quand même plusieurs femmes qui ont parlé. Il a lui-même dit qu'il s'était rendu coupable d'un certain nombre de faits en disant qu'il ne les qualifiait pas de viol. Mais enfin, il ne me semble pas que droguer une jeune fille de 13 ans ou 14 ans afin d'avoir des rapports sexuels avec elle non consenti manifestement, puisqu'à cet âge-là, ça pose quand même problème. Il ne me semble pas que ce soit quelque chose de formidable, et c'est un euphémisme. Et pour finir, je dirais que s'il doit rester une seule personne en France qui doit dire « je crois les femmes qui parlent et qui disent qu'elles ont été victimes de viol », cette personne, ça ne peut être que la secrétaire d'État chargée de ce sujet. Oui, la fonction fait l'homme et la femme, d'une certaine façon. C'est votre rôle. Mais c'est mon combat depuis plus de 15 ans de lutter contre la culture du viol et contre l'impunité, notamment des puissants. Une dernière question sur ce sujet. Il y a certains qui font depuis hier le parallèle entre Polanski et Lajli. Lajli qui a fait de la prison pour séquestration, enlèvement. Il a payé sa dette à la société. Polanski, c'est pas le cas? C'est-à-dire, quelle est la différence dans le fond? Quelle est la différence? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je comprends très bien, il n'y en a pas. Et ben alors, il n'y en a pas? Non.
n'y a pas de différence entre Lajli, mais pourtant il y en a une. Vous ne vous êtes pas, personne ne s'élève contre le fait que Lajli a eu 11 nominations au César. Alors si, moi j'ai dit que j'étais assez surprise du fait qu'on porte au nu quelqu'un qui manifestement avait eu un comportement de la sorte. Alors après, Alain Terzian, le président de l'Académie des Césars, nous dit que les Césars ne font pas de morale. Il ne s'agit pas de morale, il s'agit de droit. Et en l'espèce, en ce qui concerne les violences contre les femmes, il s'agit de respect des femmes. Dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche disait « il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes ». Je suis très attachée à cette citation parce qu'elle dit beaucoup de ce qu'on veut mettre derrière le mot de morale. Il ne s'agit pas de morale, on fait comme si c'était fun et libertin de violer des femmes ou d'abuser sexuellement de jeunes femmes. Il y a encore quelques semaines, tout le monde était derrière Adèle Haenel en disant « bravo, c'est formidable, quel courage, plus jamais ça, etc. » Et là, finalement, ça dépend. En fait, la question, c'est si le violeur ou l'agresseur présumé est puissant, célèbre, qu'il est génial et qu'il fait des films formidables, eh bien, dans ces cas-là, il y a une forme de tolérance. Donc, moi, je dis que ça ne peut pas être le cas. Et d'ailleurs, le ministre de la Culture, Franck Riester, l'a dit aussi très clairement. Il a dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'impunité et que le génie n'excusait pas le fait d'être auteur de violences sexistes ou sexuelles. Les cinéastes sont des justiciables comme les autres, ni plus ni moins. D'accord. Donc, vous seriez choqué que Roman Polanski, le soir du 28 février, soit effectivement récompensé et applaudi par une salle. Je serais indignée de voir une salle entière debout en train d'applaudir une personne accusée de viol sans aucune pensée et sans aucune empathie et sans aucun sentiment humain pour les femmes qui voient cette scène et qui ont été violées, pas forcément par Roman Polanski, mais par d'autres, et qui parlent, il y en a encore d'autres, des sportives aujourd'hui, qui expliquent ce qu'elles ont vécu, et je me demande ce que ça fera à ces téléspectatrices de voir cette scène. Puisqu'on parle de violences faites aux femmes, Marlène Schiappa, ce témoignage de la patineuse Sarah Abitbol, qui accuse dans un livre de viol son entraîneur à l'âge de 15 ans, il n'y a pas un sport, dans le fond, susceptible d'échapper à la culture du viol, justement? Bien sûr, mais c'est toute une société qui est empreinte de cette culture du viol, qu'on dénonce avec plusieurs personnes depuis un moment. Et là, on voit qu'il y a aussi un phénomène d'emprise. Et vous savez, hier, nous avons fait rentrer dans la loi avec les députés le terme d'emprise, justement pour mieux caractériser ce phénomène. Et ce que racontent les sportifs, c'est finalement une emprise très forte de beaucoup d'entraîneurs et un système qui se serait mis en place dans lequel on a des entraîneurs qui décident de qui elles voient, ce qu'elles font, à quelle heure elles dorment, parfois qui les hébergent et qui, dans certains cas, abusent d'elles ou les violent, comme ce que raconte Sarah Abitbol avec beaucoup de courage. Et vous permettez qu'on l'écoute quelques instants? Elle était sur plaisir. France Inter il y a quelques minutes. Lors des étirements, et on se regardait toutes bizarrement, il se couchait sur nous et il en profitait, il restait très longtemps sur nous, les jambes écartées derrière notre dos, et c'était vraiment très, très, très désagréable et très choquant. Oui, mais personne n'ose rien dire. Personne n'ose rien dire. Un entraîneur, c'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous, c'est quelqu'un qui vous demande de faire des sauts, des pirouettes, vous l'écoutez, vous l'admirez. Donc pour vous, ça vous paraît normal. L'emprise, exactement ce que vous disiez, ce sont des gourous. Donc personne n'ose rien dire. C'est ça, ni les victimes, ni ceux qui savent. Exactement, et une forme de laisser-faire. Parce qu'il y a des gens qui savent, voilà. Et d'ailleurs, Sarah Abitbol, pour les extraits que j'ai lus de son livre « Un si long silence » que je lirai dès lors qu'il sera en librairie, elle explique très bien d'abord ce phénomène, le fait qu'il y ait une forme d'accord tacite ou de laisser faire, en tout cas dans l'entourage. Et ensuite, elle explique très bien aussi les traumas que ça peut causer aux victimes. Elle explique qu'elle ne retourne pas dans un parking sans être traumatisée parce qu'elle a été aussi agressée. Marlène Schiappa, justement pour desserrer cet étau de l'emprise dans le monde du sport. On fait beaucoup de choses. D'abord, on a beaucoup parlé de libération de la parole, mais je crois qu'il faut faciliter l'accès à la plainte, parce que c'est très difficile quand vous avez 15 ans ou 16 ans d'aller déposer une plainte contre une personne chez laquelle vous vivez, par exemple. C'est pour ça qu'on a lancé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr et qui permet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière anonyme, de parler avec des policiers, des gendarmes formés spécifiquement. C'est général, c'est très important, c'est pour effectivement aider aux plaintes en général. Je vous parle vraiment du sport, parce que est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait d'autres libérations de la parole dans ce domaine? Probablement, et d'ailleurs, j'appelle les femmes, les jeunes filles ou les jeunes garçons d'ailleurs qui auraient été victimes de ces faits à parler également, soit publiquement s'ils le souhaitent, soit en déposant plainte. Ça peut se faire de manière préparée et derrière un écran sur la plateforme que j'ai citée. La plateforme, vous avez des chiffres déjà?
de ce qu'elle produit? Oui, on a plusieurs milliers de signalements parce que souvent c'est plus facile que d'aller dans un commissariat, de vous connecter et de parler dans un premier temps de manière anonyme et d'être accompagné par des policiers, des gendarmes qui ont été formés pour cela, pour repérer le trauma, plusieurs la milliers. sidération. C'est pas plus, pour l'instant, c'est pas Exactement. plus précis que ça. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, est-ce que la parité, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que vous pouvez imposer au monde du sport une forme de parité qui ferait qu'effectivement il y aurait plus de femmes au contact de ces sportifs qui souvent sont isolés par nature parce qu'elles s'entraînent énormément, etc. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai eu des propos qu'on a lancés avec la ministre des Sports et le CSA, l'opération Sport féminin toujours. Et à cette occasion, le CSA a donné un objectif de 20% de sport féminin à la télévision. Et j'ai lancé un appel en disant, écoutez, les femmes, c'est 52% de la population. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur 50%, ce qui serait déjà un compromis? C'est un appel en forme d'ironie, parce que l'objectif actuel, c'est celui de 20%. Mais si on regarde après tout, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers des objectifs plus fort de 50%, et j'ai aussi dénoncé une forme de présomption d'incompétence qui est donnée aux femmes dès lors qu'on parle de sport, que ce soit moi, la ministre des Sports, n'importe quelle autre femme, à quelques exceptions près, il y a toujours un procès en incompétence. Vous ne pouvez pas vous y connaître au foot, vous êtes des femmes. Un homme qui parle d'un transfert, quel que soit cet homme, on va partir du principe c'est un vrai fan de foot et il sait de quoi il parle. Une femme qui fait une remarque sur un transfert de joueur, la première réaction, c'est très souvent du scepticisme, voire du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, donc sur beaucoup de journalistes femmes sportives. Et donc, ça, c'est culturel, ça. Bien sûr, c'est culturel. Donc j'ai lancé un appel. Je voudrais que chacun s'interroge là-dessus, notamment ceux qui tiennent les émissions sportives. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une vraie progression dans le monde du sport. L'équipe a fait sa une sur les violences sexuelles, avait fait sa une précédemment sur les règles des femmes sportives. Donc on voit qu'il y a une vraie évolution. Donc je suis assez enthousiaste sur cette trajectoire positive. En tout cas. Et la presse d'ailleurs est quand même très aussi volontariste et efficace dans le domaine de la dénonciation des violences faites aux femmes. Un mot de la jeune Mila, menacée de mort, déscolarisée après qu'elle a insulté l'islam dans des termes très crus. Une question très simple. Est-ce que cette jeune ado, malgré ses maladresses, malgré ses outrances dans l'expression, avait le droit de dire ce qu'elle a dit? Moi, je voudrais dire oui que... ou non? Je voudrais dire que... Oui ou non? C'est pas oui ou non. Ah bah si. Non, ce que je voudrais dire avant tout, parce que je crois qu'à force de trop simplifier le débat, on en finit par être caricatural et à ne pas pouvoir parler un petit peu de fond. Et sur ce sujet-là, je voudrais dire que rien ne justifie jamais de menaces de mort ou de harcèlement vis-à-vis d'une femme, d'une jeune fille en l'occurrence, ou de qui que ce soit au demeurant. Elle a critiqué l'islam, la religion de l'islam, dans des termes très virulent. Je crois qu'il y a une enquête ouverte, donc nous verrons ce que dira le droit. En tout cas, en France, on peut critiquer les religions, c'est même plutôt souhaitable et salutaire, et on ne doit pas craindre d'être menacé de mort parce qu'on a critiqué ou qu'on s'est moqué d'une religion. Est-ce qu'elle a le droit de dire ce qu'elle a dit, dans la mesure où, effectivement, comme vous le rappelez, elle n'a pas insulté les croyants, elle a insulté une religion? Est-ce qu'elle a le droit de le dire? Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une enquête qui est ouverte. Et donc mais donc, vous n'êtes pas sûr qu'elle ait le droit, alors que, effectivement, la justice... En fait, moi, je trouve ça très problématique que quand une personne est harcelée et menacée de mort, le débat se déporte sur est-ce qu'elle a le droit. Vous savez, moi, j'ai contacté la famille de Mila. Parce que les menaces de mort, elles sont liées au fait qu'on lui dénie ce droit. Bien sûr, mais quel que soit ce qu'elle dit, il n'est pas possible de la menacer de mort. Je voudrais vous dire quelque chose d'important. Moi, j'ai contacté la famille de Mila et ce qu'ils m'ont demandé, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique. C'est pour ça que je suis prudente sur les termes que j'emploie, parce que je respecte avant tout la volonté de cette jeune femme, et deux, qu'on cesse de diffuser ses vidéos et sa photo dans lesquelles elle est reconnaissable. Donc je me fais le relais de la demande de la famille. Il y a quand même derrière une jeune fille de 16 ans, donc quel que soit, qui est menacée de mort, je le rappelle. Moi, je me suis assurée auprès de la préfecture que toutes les mesures soient bien prises pour sa protection. Et bien sûr, elle a le droit, et nous avons toutes et tous le droit de critiquer quelque religion que ce soit. Ah, parce que Nicole Belloubet, hier matin sur Europe 1, définit l'insulte à la religion comme une atteinte à la liberté de conscience. Bon, c'est une boulette. Elle est revenue elle-même sur ses propos. J'étais à l'Assemblée nationale avec elle pour défendre la loi contre les violences conjugales hier. Nous en avons parlé. Elle a dit elle-même que c'était une maladresse, qu'elle avait eu une phrase un peu rapide dans une réponse et que ce n'était pas le sens de sa pensée. Marlène Schiappa, Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table hier. Il a obtenu que les deux ministres qui étaient candidats à Biarritz sur des listes différentes, Jean-Baptiste Lemoyne et Didier Guillaume, renoncent à cette ambition électorale. Le chef a cheffé. Oui. Tant mieux.
Tant mieux. Écoutez, moi je me réjouis parce que ce sont deux excellents ministres. Didier Guillaume sur l'agriculture, on travaille beaucoup sur la mise en place du congé maternité pour les femmes agricultrices, sur lesquelles on avait commencé à travailler avec Stéphane Travert. Et donc il est très engagé sur les femmes agricultrices, sur lesquelles on a beaucoup de progrès qui ont été faits par ce gouvernement et qui vont continuer à être faits. Et Jean-Baptiste Lemoyne, on travaille ensemble sur la diplomatie féministe de la France. Donc je suis très heureuse que ces deux collègues restent au gouvernement. Et très heureux que le président ait fait le ménage, non ? Parce qu'on lui reproche un manque d'autorité dans la gestion des hommes et des femmes. Non, je crois que c'est mal le connaître. C'est tardif, non ? Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Je ne sais pas si c'est tardif, je n'ai pas connaissance des échanges privés qui ont eu lieu entre les ministres et le président de la République. En tout cas, je crois que c'est assez positif en fait que les deux ministres renoncent. Et puis je crois qu'on peut le saluer parce qu'ils avaient probablement tous les deux des envies, des ambitions et des envies, et ils décident de renoncer aux envies personnelles qu'ils avaient de s'engager dans cette campagne au profit du collectif. Donc je pense qu'on peut saluer cette attitude, tout simplement. Ce renoncement, une bonne image de la politique. Vous êtes membre du bureau exécutif de La République En Marche. Oui. Est-ce que l'exclusion de Cédric Villani hier soir est un échec pour vous ? Ce n'est pas une exclusion, simplement à la demande de Stanislas Guerini, le bureau exécutif a acté le fait que Cédric Villani n'était plus membre de La République En Marche. Bon, on va pas jouer, on n'a pas le temps de jouer sur les mots. Mais non, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, on ne décide pas l'exclure. Il a annoncé lui-même en faisant un duplex de nuit devant l'Élysée qu'il considérait qu'il n'était pas lié avec le parti politique de La République En Marche. Donc nous prenons acte du fait qu'il n'est plus membre de La République En Marche. Quand vous l'avez entendu d'ailleurs faire ce duplex, comme vous dites vous-même dimanche dernier, il venait de sortir d'un rendez-vous avec Emmanuel Macron, il lui a opposé en direct une fin de non-recevoir. C'était indélicat, inélegant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie ? Je n'ai pas d'avis à avoir sur les images des uns et des autres. Moi, je peux être assez rebelle sur le fond et sur des prises de position, mais dans la forme, je suis assez respectueuse des rôles des uns et des autres, notamment du symbole de l'Élysée, au-delà de la personne du président de la République. Quels que soient les présidents, j'ai toujours été respectueuse de l'Élysée, des institutions, de la fonction du président de la République. Je n'aurais pas procédé de la sorte, mais après, chacun fait ses choix. Oui, il l'a fait, et donc il est exclu, vous dites, de droit, enfin bon, peu importe, le résultat est là. Un petit mot sur ses soutiens, puisque je disais tout à l'heure, rien de ce qui intéresse le parti et les marcheurs ne vous est indifférent. Par exemple, Hugues Rançon, qui a rallié Cédric Villani, qui est député, qui est évidemment membre de votre parti aussi. Il faut l'exclure ou pas ? Nous verrons qui prend quelle décision et quelle déclaration. Il y a des députés comme Jean-Michel Fauvergue qui soutenaient dans un premier temps cette candidature dissidente, qui ensuite ont déclaré finalement que ce n'était pas une bonne idée, que c'était une erreur de maintenir cette candidature. Donc moi je souhaite que chacun puisse rejoindre le rassemblement proposé par Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, qui n'est pas au bureau exécutif, a toujours dit que lui, personnellement, il souhaitait un rassemblement et qu'il gardait la main tendue pour que chacune et chacun s'engage dans la campagne de Benjamin Griveaux à Paris. Donc nous verrons les choix des uns et des autres. Donc la porte est ouverte à Hugues Rançon et tous les soutiens au groupe, à l'Assemblée et... Mais la porte est plus qu'ouverte à tout le monde. En démocratie, on propose un projet, on essaye de convaincre et nous souhaitons que chacun soit convaincu et puisse prendre part à ce projet, évidemment, d'où que viennent les uns les autres. Vous savez, il y a des gens qui quittent le Parti Socialiste pour nous rejoindre, des gens qui quittent les Républicains pour nous rejoindre, des partis comme le MoDem, l'UDI, Agir nous ont rejoints, les radicaux, dans cette campagne. Donc les portes sont grandes ouvertes et il faut qu'ensemble, on puisse donner un nouveau souffle à Paris et ça se fera collectivement. On attend vos lumières. Édouard Philippe peut-il être tête de liste au Havre, gagner la mairie du Havre et rester à Matignon? Je disais tout à l'heure que je suis respectueuse des responsabilités des uns et des autres. C'est pas la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes qui donne les règles de présentation à son premier ministre. Vous n'avez pas d'avis, vous qui, encore une fois, êtes très active au sein d'En Marche, qui êtes très concernée par moi, en tant que secrétaire d'État, j'ai pas à donner les autorisations de présentation de candidature au Premier ministre. Non, c'est sur le principe. Sur le principe, on peut gagner une mairie et rester à Matignon? Alors, écoutez, on a reproché depuis 2 ans et demi à ce gouvernement d'être déconnecté, de ne pas être assez politique, de ne pas être assez ancré, de ne pas aller au contact des électeurs. Et là, nous avons des ministres, dont peut-être, je ne sais pas, le Premier ministre qui se présenterait à des élections. Et on nous dit maintenant que c'est trop compliqué de se présenter à des élections en étant ministre. Le gouvernement de François Hollande, sous le précédent quinquennat, il y avait plus d'une dizaine de ministres qui étaient candidats aux élections municipales. Je trouve ça plutôt sain. Et d'ailleurs, c'est une leçon d'humilité, les municipales. Vous savez, parce que là, on n'est pas Madame la ministre ou Monsieur le Premier ministre. On est au quotidien, au contact des gens. Ils nous montrent leur logement, leurs problèmes, le ramassage des déchets, la scolarité des enfants, les travaux, la circulation. Et donc, on est vraiment dans la vraie vie quotidienne. Oui, enfin, il y a une règle qui a été dictée et puis elle était en tête du projet de loi de réforme des institutions qui a été un peu mis pour l'instant au placard. C'est qu'on ne peut pas être à la tête d'un exécutif et être ministre. Ah oui, tout à fait, mais ça, la porte-parole du gouvernement l'a rappelé. Et elle l'a rappelé. Donc, est-ce qu'on peut gagner le Havre et rester à Matignon?
Mais ça, je ne sais pas, ce sera à Édouard Philippe de répondre à cette question. Pour l'instant, je ne sais même pas s'il est candidat au Havre, il ne s'est pas déclaré à ma connaissance. Vous le souhaitez, ce serait bien. Vous l'avez dit d'une certaine façon, c'est bien qu'on s'engage. Je trouve ça bien de se frotter aux élections, mais je ne veux pas donner de leçons politiques à Édouard Philippe, je m'en garderai bien. Vous qui êtes deuxième sur la liste du 14e arrondissement, soutien de Benjamin Griveaux. Avec Éric Azière en tête. Ça va être dur. Écoutez, je vous mentirais en vous disant que les sondages nous donnent gagnant. Nous sommes des challengers, mais on est très enthousiastes et convaincus. On va tous les jours, enfin en tout cas moi j'y vais le week-end, mais la tête de liste, Éric Azière et tous les colistiers vont tous les jours présenter le projet. Pour l'instant, on a un accueil intéressé, enthousiaste, mais je crois que les gens ne sont pas pleinement encore rentrés dans la campagne municipale, me semble-t-il. Mais vous l'avez dit, il faut beaucoup d'humilité. Oui. Merci Marlène Schiappa d'avoir Merci été ce vous. matin sur LCI.